ce qu'on a commencé la semaine dernière. Et après ça, on parlera d'après la demande de certaines personnes, eh bien, on parlera de la mère porteuse. La mère porteuse, d'après la halakha, peut-être qu'on n'aura pas le temps de finir et qu'on en reparlera encore une fois la semaine prochaine. Mais voilà, en fait, le programme est le suivant. Donc, pour revenir à l'insémination in vitro, donc d'abord, la question que tout le monde pose, eh bien, c'est est-ce que à travers ce système in vitro, est-ce que on accomplit la mitzvah de procréer? Alors les avis sont partagés. Pourquoi? Eh bien parce que il est bien évident que durant toutes les générations, c'est pas de cette façon-là qu'on a mis au monde des enfants. Il est bien clair que la mitzvah, c'est la mitzvah comme tout le monde le fait, et non pas d'une façon détournée par insémination. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que quelqu'un qui aurait eu un enfant de cette façon-là, eh bien, aurait-il accompli la mitzvah de procréer? Alors, il y a un avis qui dit non, c'est pas possible. Même s'il y a un enfant, eh bien, cet enfant, même s'il est vivant, même si tout ce qu'on veut, eh bien, c'est pas suffisant pour accomplir la mitzvah. Il faut avoir d'autres enfants de façon normale. Alors, c'est important de retenir cet avis parce que très souvent, eh bien, il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants au début, mais une fois qu'ils font certains soins, eh bien, d'un seul coup, les femmes arrivent à tomber enceintes. Donc, en fait, ce que veut nous dire le Rav Uziel, qui était le premier grand rabbin d'Israël, avant la création de l'État d'Israël et au début de la création de l'État, eh bien lui, en fait, il veut nous dire, en fait, il veut nous encourager à ne pas s'arrêter à ce seul enfant qui est venu au monde de façon un petit peu miraculeuse, mais quelque part, il veut nous dire, si cet enfant a réussi à venir au monde, eh bien peut-être que c'est cet enfant qui va ouvrir la porte aux autres enfants qui vont venir par la suite. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit que on n'a toujours pas accompli la mitzvah, même si on a mis au monde un enfant de cette façon-là, pour nous encourager en quelque sorte à continuer à avoir d'autres enfants de façon naturelle. Un deuxième avis, c'est l'avis du Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, Zichron Tzadik Livracha, qui lui dit que tout le problème, eh bien, en fait, il faut faire la différence entre deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure qui est cité dans la Gemara, le cas de figure qui est cité dans la Gemara qui nous dit que, comme on avait vu la semaine dernière, une femme qui tombe enceinte uniquement parce que elle s'est trempée dans une baignoire où est passé avant un homme. Et donc c'est pour cela que c'est le cas de figure que la Gemara imagine. En fait, elle nous dit, quelque part, elle nous amène une nouveauté. Il y a déjà 2000 ans. Et ici, dans le monde, c'est que à notre époque, il y a à peine 150 ans que les gens parlent en quelque sorte de ce système. Mais nous, ce système, en fait, il existait déjà il y a 2000 ans. Et donc, nous dit la Gemara que une femme ne doit pas rentrer dans une baignoire pleine d'eau dans laquelle est déjà passé un homme avant elle, de peur qu'elle tombe enceinte. Alors tout le monde, durant des années, des générations et des générations, tout le monde se pose la question, mais comment est-ce possible de tomber enceinte uniquement par le fait que l'eau véhicule en fait la semence de quelqu'un d'autre? C'est pratiquement impossible. Eh bien voilà, 2000 ans après, on découvre que ce système est possible, tout à fait possible. Et donc, le Rav Ovadia Yosef nous dit, le problème, c'est uniquement quand une femme tombe enceinte
par, par le biais de l'eau qui a véhiculé en fait la semence de l'homme. Mais là, il y a un problème. Là, il n'y a pas de mitzvah. On n'a pas accompli la mitzvah. Mais, nous dit le Rav Ovadia Yosef, pourquoi il n'y a pas de mitzvah? Parce qu'il n'y a eu aucun acte en quelque sorte. Ça s'est passé un petit peu accidentellement. Donc, nous dit le Rav Ovadia Yosef, tout ce qui se passe de façon accidentelle, eh bien, ça ne représente pas une mitzvah. Car une mitzvah, il faut qu'elle soit voulue. Mais si c'est arrivé par hasard, eh bien, par hasard de cette façon-là, bien sûr, parce que, bien sûr, un couple, ça peut arriver qu'une femme tombe enceinte en quelque sorte par hasard. Bien sûr que c'est pas par hasard, mais disons qu'un couple prend toujours en compte qu'il y a toujours une probabilité qu'un jour la femme tombe enceinte. Donc ça s'appelle pas... C'est vrai que c'est arrivé par hasard, mais c'est arrivé naturellement. Alors que dans le cas de la baignoire, eh bien là, c'est quelque chose de pas normal. Et c'est quelque chose de pas normal, et il n'y a eu aucun acte. La femme n'a pas du tout eu l'intention de tomber enceinte. Elle est tombée enceinte vraiment par hasard. Alors que quand il s'agit du système in vitro, eh bien là, il y a un acte. Là, il y a quelque part une volonté de tomber enceinte. Et donc, nous dit le Rav Ovadia Yosef, s'il y a une volonté de tomber enceinte, même si ça a été fait de façon pas naturelle a priori, malgré tout, si un enfant naît de ce soin, eh bien, les parents ont accompli la mitzvah de procréer, de se multiplier. Car c'est différent de la baignoire. Donc, si on résume, premier avis, c'est l'avis du Rav Uziel, le premier Rishon LeZion, le premier grand rabbin séfarade d'Israël, qui nous dit, étant donné que c'est de façon pas normale, pas naturelle, eh bien, même s'il y a un enfant qui naît, on n'a toujours pas accompli la mitzvah, et donc il faut continuer à amener des enfants au monde de façon naturelle pour accomplir la mitzvah. Deuxième avis, l'avis du Rav Ovadia Yosef, qui dit oui, même si c'est pas naturel, on a quand même accompli la mitzvah. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de vouloir mettre au monde un enfant. Et quand il y a cette volonté de vouloir mettre au monde un enfant, eh bien, et qu'à la fin l'enfant vient au monde, eh bien, on a accompli la mitzvah. Il n'y a aucun problème. Tout le problème, il se trouve dans le cas de figure de la baignoire, où là-bas, c'est vrai, étant donné qu'il n'y avait aucune intention, eh bien, si malgré tout la femme tombe enceinte, elle n'a accompli aucune mitzvah. Et un troisième avis, les commentateurs du Shulchan Aruch, sur le Shulchan Aruch, sur la partie de Even Haezer, qui nous disent que l'essentiel, c'est pas la façon de laquelle on est tombé enceinte, c'est pas le cheminement pour tomber enceinte, l'essentiel, c'est le résultat. Et le résultat, eh bien, est le même dans les deux cas. Que l'enfant soit venu au monde de façon naturelle, ou bien qu'il soit venu au monde de façon in vitro, dans les deux cas, il y a un enfant qui est venu au monde, terminé. Ce qui nous importe, c'est le résultat obtenu, qui est en fait un enfant qui vit. Et donc, le principe in vitro est valable pour accomplir, il est tout à fait valable pour accomplir la mitzvah de procréer. Maintenant, la question qui se pose, la deuxième question qu'on doit aborder, c'est à savoir, est-ce que une femme aura le droit, une femme bien sûr qui est mariée, elle est mariée, et apparemment, eh bien, il y a un problème avec son mari, la semence de son mari n'est pas en mesure de pouvoir porter ses fruits. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on dit que le couple doit divorcer, ou bien est-ce qu'on dit quand même non, malgré tout, il y a quand même quelqu'un, il y a possibilité, il y a une chance que cette femme tombe enceinte, et donc peut-être qu'on peut faire appel à un donneur juif qui n'est pas
qui n'est pas son mari. D'accord? Un donneur juif qui n'est pas son mari. Et là, tous les avis sont d'accord pour dire non. Un donneur juif, c'est pas possible. Parce que la femme est déjà mariée. On parlera après du cas, du cas de la femme non mariée, qui malheureusement est arrivée à un certain âge et qui n'a pas réussi à trouver de mari, et qui veut malgré tout laisser une descendance sur terre. Eh bien, habituellement, la question qui se pose, c'est est-ce que la Torah, est-ce que le Chachamim autoriserait ce genre de système d'autoriser à une femme qui n'est pas mariée de tomber enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Mais avant de parler de ce cas de figure, eh bien, on va parler du cas de figure, comme on disait, d'une femme mariée qui a essayé à plusieurs reprises de faire des soins avec son mari, mais les soins n'ont pas abouti. Le mari a donné sa semence, mais ça n'a pas abouti. Alors les docteurs disent, bon ben venez, on essaye peut-être un autre système, peut-être que le problème se trouve chez le mari et pas chez la femme. Donc si on essaye avec quelqu'un d'autre, peut-être que la femme tombera enceinte. Et donc, on aura quand même accompli une mitzvah. Alors, là, tout le monde nous dit, non, impossible. Impossible de recevoir, en fait, le don de quelqu'un qui est juif pour une femme qui est déjà mariée. Car c'est comme si elle avait eu un enfant avec un autre homme alors qu'elle est mariée. Maintenant, là où les avis sont partagés, donc tout le monde est d'accord que c'est interdit, mais là où les avis sont partagés, c'est à savoir, est-ce que ce genre de procédé est interdit d'après la Torah ou uniquement que d'après les Chachamim? Alors, le Rav Wosner, de Shevet HaLevi, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, comme le Rav Ovadia Yosef, c'était vraiment des sommités en halakha, et eux, ils ont donné leur avis sur la question, et le Rav Wosner nous dit, dans son livre Le Shevet HaLevi, il nous dit, une femme mariée qui recevrait le don d'un homme juif, eh bien c'est interdit d'après la Torah de façon formelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est écrit dans la Torah, Ve'el eshet amitecha, lotiten shechovtecha, lezara. À la femme de ton prochain, tu ne donneras pas, en fait, de ta semence, en la rendant impure. Donc, qu'est-ce que nous dit le Rav Wosner? Il nous dit, voilà, il y a écrit qu'un homme n'a pas le droit de donner sa semence à la femme de son prochain. Donc, c'est écrit ici, textuellement, noir sur blanc. Donc, il est impossible de faire un don à une femme qui est mariée, car ça correspond tout à fait à l'interdiction qui est écrite dans la Torah de ne pas donner de sa semence à une femme mariée. Mais là, viennent le Rav Ovadia Yosef et le Rav Uziel, qui tout à l'heure qui n'étaient pas en accord avec le Rav Ovadia Yosef pour la première question, quand on a posé la question, est-ce que on peut accomplir la mitzvah à travers le procédé in vitro? On avait dit que le Rav Uziel disait que impossible d'accomplir la mitzvah, et le Rav Ovadia Yosef disait oui, on peut accomplir la mitzvah car il y a une volonté de mettre au monde un enfant. Alors là, donc les avis étaient partagés pour la question de tout à l'heure, mais là, pour cette question, eh bien, les deux sont d'accord, à la fois le Rav Uziel ainsi que le Rav Ovadia Yosef, ils disent tous les deux que c'est pas possible de dire que le principe in vitro serait interdit d'après la Torah. Pourquoi c'est pas possible? Car nous disent le Rav Ovadia Yosef et le Rav Uziel, toute l'interdiction de déposer sa semence
chez la femme de son prochain, eh bien, c'est quand ça se fait de façon, encore une fois, naturelle, quand il y a une vraie relation, que tout le problème de l'interdiction, c'est en quelque sorte d'éprouver du plaisir à travers cette relation interdite. Mais s'il n'y a aucun plaisir, quand on fait ce soin à l'aide d'insémination, il n'y a aucune relation. C'est juste, on insère en fait en quelque sorte quelque chose, donc il n'y a aucun problème d'après la Torah. Et donc ça ne correspond pas à l'interdiction de la Torah. Il y a uniquement une interdiction midéra banane. Pourquoi? Parce que nous disent les rabbinim, eh bien, il va y avoir un problème quelque part si on commence à chaque fois à faire appel à ce genre de procédé, eh bien, on ne pourra pas savoir qui est le fils de qui si on commence à recourir à ce genre de procédé, eh bien, là, il risque d'y avoir des problèmes parfois que des enfants naissent à une famille, à une femme, alors qu'elle est déjà mariée, et ça pourrait être un problème, il pourrait y avoir un problème de mamzerout, etc. Donc, ils disent que au niveau c'est pour ça que c'est un peu complexe à comprendre, mais au niveau de l'interdiction du rapport entre un homme et une femme mariée, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du résultat, eh bien, il y a ici un enfant qui est né, qui est l'enfant du donneur, et non pas l'enfant du mari de la femme. Donc, si cet enfant est l'enfant du donneur, eh bien, il risque d'y avoir souvent des problèmes, à savoir que par exemple, parce que il y a encore un autre problème, c'est que on ne dévoile jamais l'identité du donneur. Il n'y a que la maman, que le donneur, et que les docteurs qui sont au courant de l'identité du père, du véritable père. Mais encore une fois, il peut arriver, ça peut donner des problèmes, ça peut créer des problèmes que, imaginez-vous que cet enfant naisse et qu'après il veuille se marier plus tard et que d'un seul coup il se marie avec son frère ou sa sœur qui sont en fait son frère ou sa sœur biologiquement parlant, qui viennent du même père que cet enfant-là. Mais là, automatiquement, il y aurait des problèmes de mamzerout. Donc c'est pour cela que malgré tout, c'est quand même interdit. Et donc, si on résume, interdit à une femme de recevoir le don à une femme juive mariée, de recevoir le don de quelqu'un qui est également juif. Alors si, si la femme ne peut pas recevoir le don de quelqu'un de juif, alors comment on fait? Et qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte naturellement, et elle n'arrive même pas à tomber enceinte de façon avec le système in vitro, alors la question qui se pose, c'est comment fait-on? Quelle est la solution? Alors il y en a qui ont dit, certains décisionnaires qui disent, eh ben c'est pas grave, qu'elle reçoive le don d'un non-juif. Qu'elle reçoive le don d'un non-juif. Puisqu'on a dit que il n'y a pas de problème, il n'y a pas véritablement de problème de relation interdite, puisque ce n'est pas une véritable relation, il n'y a pas de relation du tout. Donc comme ce n'est pas du tout une relation, eh bien en fait il n'y a que il n'y a que en fait la semence en elle-même. Et donc si cette semence elle peut donner naissance à un enfant, eh bien il vaudrait mieux peut-être recourir à cette solution. Il n'y a pas non plus de problème de profit. La femme n'a éprouvé aucun plaisir. Donc encore une fois,
ça ne correspond pas à l'interdiction de se marier avec un goy, puisque ce n'est pas de façon naturelle, c'est pas par l'intermédiaire d'un rapport, et il n'y a pas eu de plaisir. Donc, en quelque sorte, il n'y aurait aucun problème d'après certains décisionnaires, qui disent qu'il vaut mieux que la femme reçoive le don d'un non-juif plutôt que d'un juif. Et là, eh bien, il faut recourir à l'avis de la Kabbalah, car l'avis de la Kabbalah nous dit interdit. C'est interdit, d'abord même d'après la halakha, beaucoup d'avis qui disent non, c'est interdit parce que cet enfant, eh bien, en fait, le père est goy. Et si c'est une fille qui naît de cette union, c'est pas une union, mais si c'est une fille qui naît de ce système in vitro, eh bien, cette fille-là sera interdite, il lui sera interdit de se marier avec un Kohen. Car la halakha nous dit que une fille, une femme, dont la maman est juive, mais le papa n'est pas juif, eh bien, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Elle a quelque part ce qu'on appelle un pgam, un défaut de yichus. C'est un défaut parce que son papa n'est pas juif. C'est pas grave, il y a encore beaucoup de juifs dans le monde, il n'y a pas que des Kohanim. Et puis quelque part, même si il est interdit à cette femme de se marier avec un Kohen, eh bien à la prochaine génération, si cette femme cet enfant dont le père n'est pas juif va grandir et va devenir une femme, elle va se marier avec un juif, eh bien si elle a une fille, sa fille sera autorisée à se marier à un Kohen. Donc elle ne pourra pas parce que son père est goy, mais si elle se marie avec un juif et qu'elle met au monde une fille, eh bien cette fille est l'enfant de parents juifs et elle pourra se marier avec un Kohen. Donc très souvent, il y a des problèmes comme ça de génération, un petit peu comme on avait parlé avec le principe des convertis. Une femme qui se convertit, eh bien elle-même ne peut pas se marier avec un Kohen. C'est ce qu'on lui écrit dans sa Théouda, dans son diplôme de conversion. On écrit qu'elle est autorisée à se joindre au peuple juif, sauf de se marier avec un Kohen. Alors très souvent, vous avez des convertis qui vous disent bon, mais alors on est vraiment devenu juif ou on n'est pas vraiment devenu juif? Non, vous êtes vraiment devenu juif, mais les Kohanim, c'est quelque chose de très spécial. C'est encore un degré de sainteté au sein du Ham Israël. Il y a le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, Israël, et au-dessus d'Israël, eh bien, il y a les Kohanim. Et donc, les Kohanim, eh bien, ne peuvent pas se marier avec n'importe qui. Car les Kohanim sont très spéciaux. Mais donc pour revenir au cas d'un donateur non juif, eh bien étant donné qu'il y a un problème et qu'il y a besoin de donner en fait de récupérer de quelque part une semence, eh bien là donc tout le monde nous dit que c'est interdit. Alors encore une fois, on récapitule. Si c'est une femme qui est mariée, eh bien il n'y aura pas de possibilité de recourir au principe in vitro si elle ne peut pas recevoir la semence de son mari. Si la semence de son mari ne donne aucun résultat, eh bien elle n'a pas de solution. Le principe in vitro ne peut pas lui être utile, car elle ne peut recevoir ni d'un homme juif, ni d'un non-juif. Dans les deux cas, c'est interdit. Un homme juif parce que elle tomberait enceinte d'un autre homme juif, et d'un non-juif, elle tombe enceinte d'un non-juif, et c'est pas possible parce qu'elle est déjà mariée. Donc dans tous les cas, ce ne sera pas possible. Le principe in vitro ne sera pas possible. Mais on va voir qu'il y a possibilité de faire recourir
à la mère porteuse. C'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, euh, peut-être que le mari ne peut pas dans le mari ne peut pas mettre au monde quelqu'un, un enfant, avec sa femme, mais peut-être que si on va expliquer le principe de la mère porteuse, peut-être que dans le cas de la mère porteuse, ça sera envisageable. Donc on va revenir là-dessus, mais pour l'instant on reprend. Le principe in vitro pour une femme mariée, impossible. Ni de recevoir un don d'un donateur juif, ni de recevoir un don d'un donateur non juif. Impossible. Maintenant, si c'est une femme qui n'est pas mariée, alors là, qui n'est pas mariée et qui malheureusement arrive à un certain âge et qui veut quand même malgré tout laisser une descendance sur Terre, eh bien là, dans ce cas-là, il y aura possibilité de recourir au système in vitro, à l'insémination artificielle. Et là, les avis sont partagés. Il y en a qui disent, qui pensent, des décisionnaires qui pensent, qu'il vaut mieux recevoir un don d'un juif, un don de semence d'un juif. Pourquoi? Ben, bien pour que l'enfant eh bien, soit juif. Pour que l'enfant soit, admettons encore une fois que l'enfant qui va naître de ce soin soit une fille, eh bien, si c'est une fille et que le père n'est pas juif, eh bien, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, d'après certains décisionnaires, recevoir la semence d'un juif pour une femme qui n'est pas mariée, encore une fois. Alors qu'il y en a qui disent non. D'un juif, ça va créer des problèmes. Parce que, encore une fois, peut-être qu'il va y avoir des problèmes de mamzerout. Peut-être que le père va donner de sa semence à cette femme qui n'est pas mariée, l'enfant va naître, il va grandir, et puis un jour il va vouloir se marier avec quelqu'un, et il risque de se marier avec son frère biologique qui est né du même père. Et là, il y aurait des risques de mamzerout, et donc c'est pour cela que certains décisionnaires disent, si c'est une femme qui n'est pas mariée, il vaut mieux qu'elle reçoive un don d'un non-juif. Et là, au moins, il n'y a aucun problème de mamzerout. Alors, c'est vrai que le papa n'est pas juif, mais au moins, il n'y a pas de risque de mamzerout, il n'y a pas de risque que l'enfant soit mamzer. Et là-dessus, eh bien, des décisionnaires qui sont venus discuter cet avis et qui ont dit, en aucun cas, une femme juive ne peut tomber enceinte grâce à la semence d'un non-juif. Il ne faut surtout pas, car le papa est non-juif, c'est très grave. Et après, si on commence à faire ça, eh bien, il y aura beaucoup d'enfants qui vont naître de papa non-juif. C'est très grave. Il vaut mieux, et même d'après la Kabbalah, c'est très grave, donc il vaut mieux, disent ces décisionnaires, il vaut mieux que le donateur soit un papa juif et qu'on inscrive bien clairement l'identité du père pour éviter les problèmes de mamzerout. Et maintenant, à partir de là, eh bien, on va pouvoir mieux comprendre le principe de la mère porteuse. La mère porteuse, en fait, le principe de la mère porteuse, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on prend un ovule de la femme, plutôt que d'après le premier procédé, c'est le contraire. D'après le procédé in vitro, on prend la semence du père et on l'insère dans le corps de la femme. Donc, parce que de cette façon-là, il y a plus de chances apparemment que la femme tombe enceinte. Mais d'après le principe de la mère porteuse, eh bien en fait apparemment le problème c'est que
le problème ne se trouve pas chez l'homme, mais le problème se trouve chez la femme, puisque on a essayé à maintes reprises d'insérer la semence du mari chez la femme, chez sa femme, et la femme n'est toujours pas tombée enceinte. Juste entre guillemets, on m'a raconté cette semaine une histoire de Baruch Hashem, d'un couple. C'est le couple lui-même qui m'a appelé et qui me dit, voilà, ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont mariés et il n'arrivait toujours pas, la femme n'arrivait toujours pas à tomber enceinte et ils ont fait plusieurs fois des soins et sans succès. Et à la fin, la femme a dit, bon, elle dit à son mari, écoute, je suis fatiguée de tous les soins, je vais me reposer, et puis c'est pas grave, ben on reprendra les soins plus tard. Ils ont arrêté les soins. Dans la même semaine, dans les 2 semaines qui ont suivi, elle est tombée enceinte. Baruch Hashem, comme quoi, Akadosh Baruch Hu v'rachamam al kol ma'asav. Akadosh Baruch Hu a pitié de tout le monde. Et c'est vrai, des fois, il y a des cas où les gens n'arrivent quand même toujours pas à tomber enceinte. On ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il faut tout faire pour essayer de mettre au monde une descendance. Mais parfois, si malgré tous les efforts, eh bien, ces efforts n'aboutissent pas, eh bien, quelque part, c'est peut-être la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quelque part, il faut accepter et se dire, eh bien, c'est comme il y avait une femme qui était assez âgée, elle n'a pas eu elle n'a pas eu le bonheur de mettre au monde un enfant, et donc elle était triste, elle me disait comment faire, je voudrais quand même laisser au monde quelque chose. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoutez, vous savez ce que dit Rashi sur la paracha de Noach? Il est écrit dans la paracha de Noach, et les toldot Noach. Noach, ish tzadik tamim haya bedorotav. Voici les descendants de Noach. 2 points. Qui sont les descendants de Noach? Noach. Noach était un homme tzaddik, pieux, dans sa génération. Alors Rashi pose tout de suite la question, il dit, mais je comprends pas. Si la Torah nous pose la question en nous disant qui sont les descendants de Noach, elle aurait dû nous répondre, c'est Shem, Ham et Yefet, les 3 enfants qu'il a mis au monde. Pourquoi la Torah nous répond, vous savez qui sont les descendants de Noach? C'est Noach lui-même. Mais c'est pas logique. Alors qu'est-ce que nous dit Rashi? Vous savez pourquoi la Torah nous dit que Noach lui-même, c'est son propre descendant? Eh bien parce que les bonnes actions d'un tzaddik sont les descendants de cet homme. Parfois ça peut arriver, un tzaddik à un homme qui n'a pas pu accomplir la mitzvah de prophète. Alors quoi? Il va partir de ce monde et il ne va laisser aucune continuité? Eh bien, nous dit Rashi, les bonnes actions de cet homme sont les descendants de cet homme. Et c'est pour cela que le Passouk, en fait, a tourné, nous a transmis ce message à travers ces mots-là. Et donc, je disais à cette femme, vous savez quoi? Les bonnes actions d'un homme sont comme ses enfants. Eh bien, si vous voulez un enfant, eh bien, achetez un Sefer Torah. Et ce Sefer Torah, ce sera votre enfant. Ce sera le Sefer Torah il sera à votre nom, et les gens liront dedans, et après 120 ans, quand vous quitterez ce monde, eh bien, à chaque fois qu'on lira dans le Sefer Torah, eh bien, en fait, vos lèvres, d'où vous serez, eh bien, bougeront et rappelleront votre mérite. Oui, des fois, on ne comprend pas. Peut-être que Akadosh Baruch Hu n'a pas donné à cette femme d'enfant. Pourquoi? Pour qu'elle écrive un Sefer Torah de son vivant et qu'elle mette au monde un Sefer Torah. Et que ce Sefer Torah, en fait, eh bien, soit la continuité de cette femme. Et Baruch Hashem, on avait fait la Achnasat Sefer Torah. C'était vraiment formidable, très très émouvant. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu n'abandonne pas ses créatures. Donc pour revenir au deuxième système, donc on avait dit parfois le problème se trouve chez l'homme, et donc ce qu'il faut faire c'est
extraire la semence de l'homme pour l'insérer chez la femme. Alors là aussi, au niveau de la façon de laquelle on extrait la semence de l'homme, eh bien les avis sont partagés parce que on ne peut pas extraire la semence d'un homme pour n'importe quoi. Encore une fois, il faut qu'il y ait une chance, une probabilité que la femme puisse tomber enceinte. Et il faut que ça se fasse de certaines façons. Il y a des systèmes par choc électrique pour ne pas que ce soit quelque chose qui a été provoqué volontairement, car on n'a pas le droit de provoquer volontairement. Il vaut mieux que ce soit de façon détournée. Donc là aussi, il y a différents avis. Comment extraire la semence de l'homme? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, comment dirais-je, on recourt au procédé in vitro uniquement quand le problème apparemment se trouve chez l'homme. Un problème physique, apparemment il n'y a pas assez de force, l'homme n'a pas assez de force, etc. Et là, comme le problème provient de l'homme, eh bien, on préférera extraire de l'homme pour l'injecter chez la femme. Mais parfois, le problème se trouve chez la femme. C'est la femme elle-même qui n'arrive pas à tomber enceinte. Alors il y a le... Allô? Ah, allô? Allô? Allô, allô? Je vous Ah, entends. d'accord, excusez-moi. Ah, d'accord, parce qu'il y a un petit problème avec le... Attendez. Ah, c'est bizarre. Bon, eh ben... Bon, c'est pas grave. On voit plus rien, mais c'est pas grave. Vous entendez toujours? Allô, vous entendez? Allô, allô? Je vous entends et je vous vois, Rav. Ah, très bien. Très bien. Toda. Donc, parfois le problème, comme on disait, se trouve chez la femme. Et donc là, eh bien, il faut extraire en quelque sorte un ovule de chez la femme et pour faire, en quelque sorte, pour insérer bien sûr la semence de l'homme dans l'ovule de la femme et réintégrer l'ovule chez une mère porteuse. Réintégrer cet ovule chez une mère porteuse qui, elle, va être capable de porter cet enfant. Alors pourquoi il y a besoin de le réintégrer chez une autre femme? Eh bien parce que parfois le corps de la femme n'est pas capable de porter l'ovule, de porter l'enfant, et quelque part, eh bien, alors bien sûr, c'est en dernier recours. Il faut essayer un maximum de trouver les solutions de façon naturelle, ou un maximum naturel. Mais parfois, si ça n'aboutit pas, eh bien là, on recourra à ce procédé qui est donc c'est aussi une sorte d'insémination, mais c'est la mère porteuse. Et donc c'est en quelque sorte, pourquoi on appelle ça la mère porteuse? Puisque évidemment, on va réinsérer l'ovule de cette femme chez une autre femme. Alors, les questions bien sûr qui sautent tout de suite à l'esprit. Alors, à l'époque, on essayait au début en fait, on optait pour une solution qui permettait de faire développer l'ovule dans le corps d'une autre femme au début, et après de le réinsérer dans le corps de la véritable mère. Pourquoi faire ça? Pour que, quelque part, l'enfant soit véritablement de la mère, puisque si c'est elle qui l'a porté
pendant la majorité de la grossesse, même si pendant les 3 premiers mois, eh bien, l'ovule n'était pas dans son corps, il était dans un autre corps, étant donné que, à la fin, encore une fois, le résultat, c'est que le bébé est sorti du ventre de sa mère, de sa véritable mère, eh bien, on peut l'appeler le fils de sa mère, même si quelque part, il n'a pas été conçu dans le corps de sa mère. Il a été conçu à l'extérieur du corps de sa mère, mais il est né du corps de sa mère. Donc, on peut l'appeler, euh, on peut l'appeler, en fait, le fils de sa mère. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, le, euh, alors en hébreu, on appelle ça Tinok Mafrena. Mafrena, c'est un tube, en quelque sorte. Euh, et, et en fait, on appelle ça, une- il- cet enfant est venu au monde de façon complètement artificielle, puisqu'il n'a pas été, au début, il n'a pas été conçu dans le ventre de sa mère. Il a été conçu dans le ventre d'une autre mère. Mais, étant donné que euh, étant donné que le but était de réintégrer de réintégrer l'ovule chez la véritable mère, eh bien, là, celle qui représente véritablement sa maman, eh bien, c'est la mère chez qui le bébé est né. Le problème, c'est qu'il existe un autre cas de figure où il est impossible, on a essayé plusieurs fois de réintégrer l'ovule dans le ventre de la mère, et la mère n'a pas réagi. L'ovule, en fait, s'est décomposé, et puis tout s'est vidé, tout est mort à l'intérieur, et ça n'a pas marché. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, dans ce cas-là, le but, la seule solution qui nous reste, eh bien, c'est que la deuxième femme soit une mère porteuse depuis le début du processus jusqu'à la fin du processus. Et là, les questions sont beaucoup plus lourdes de conséquences, car, encore une fois, euh, cet enfant, a priori, n'est pas le véritable fils de, de sa maman. Qui est-ce qui compte? Est-ce que c'est la personne qui a donné l'ovule ou est-ce que c'est la personne qui a porté l'enfant? Si on va d'après le résultat, eh bien, l'enfant est sorti d'une autre maman. Mais si on va d'après le début du processus, eh bien, qui est-ce qui a donné l'ovule? Eh bien, c'est la maman, la première maman, la maman qui n'est pas la mère porteuse. Donc, est-ce qu'on va d'après la mère porteuse? Qui est la véritable maman? La maman qui a donné l'ovule ou la maman qui a porté le bébé? Tout ça, c'est en fait le sujet de la mère porteuse, mais je vois que le temps s'est écoulé. Blineder, on va essayer de Hashem d'ici la semaine prochaine. On reviendra maintenant qu'on a bien compris le principe in vitro, on a parlé de tous les problèmes. Et bien, Bezat Hashem, la semaine prochaine, on reviendra sur les problèmes en fait de la mère porteuse, à savoir en rapport avec d'abord qui est par rapport au père, il n'y a pas de problème parce que le père, lui, c'est clair que il a donné sa part et donc le fils sera bien le fils du père. Mais le problème, c'est la maman. Alors, si la mère porteuse, par exemple, eh bien, n'est pas juive, alors est-ce que l'enfant est juif? Mais si on va d'après la mère porteuse, eh bien, et que la mère porteuse n'est pas juive, eh bien, l'enfant n'est pas juif. Alors que si on va d'après la mère qui a donné l'ovule, eh bien, la mère qui a donné l'ovule, elle est juive. Peu importe la mère qui a porté l'enfant, peu importe de quelle mère est sorti le bébé. Donc, ça, c'est toutes sortes de questions qui se posent au fur et à mesure. Il y en a qui rapportent, on verra de notre chaîne, beaucoup de cas. euh, donc surtout le problème
surtout, ou alors le contraire. Par exemple, si la maman qui a donné l'ovule n'est pas juive, et la mère porteuse, eh bien, elle est juive. D'accord? Donc, alors il y en a qui disent que que la véritable mère, encore une fois, c'est la mère qui a donné l'ovule. Car sans le début, eh bien, il n'aurait pas eu du tout de conception. Et peu importe, euh, ce que le résultat qu'il y a eu à la fin. Et donc, si la mère qui a donné l'ovule n'est pas juive, eh bien, et qu'on va d'après la mère qui a donné l'ovule, eh bien, l'enfant n'est pas juif. L'enfant n'est pas juif puisque sa maman n'est pas juive. Mais par contre, dans le cas contraire, si c'est la maman qui a donné l'ovule, elle est juive, et que la mère porteuse n'est pas juive, eh bien, étant donné qu'on va d'après celui qui a donné l'ovule, et que dans ce cas-là, la femme qui a donné l'ovule est juive, eh bien, l'enfant sera juif. Ça, c'est un premier avis qui est ramené dans la halakha. Encore une fois, ce sont toutes sortes de questions qui n'ont pas été traitées à l'époque, car à l'époque, c'était pratiquement impossible à l'époque, il y a longtemps, c'était pratiquement impossible d'envisager, Bichlal, ce genre de soins pour essayer de donner la vie à un enfant. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent. Et il y a un deuxième avis qui dit que, eh bien, le bébé ne va pas d'après la femme qui a donné l'ovule, mais d'après la femme qui a apporté. Et donc, dans le cas où la femme qui a donné l'ovule n'est pas juive, et que la maman qui a porté l'enfant, elle, est juive, eh bien, là, dans ce cas-là, si on ne va pas d'après l'ovulation, d'après le donneur d'ovule, mais on va d'après la mère qui a porté, eh bien, l'enfant sera juif et n'aura pas besoin de se convertir. Il n'aura pas besoin de se convertir. Il n'aura pas besoin de se convertir car on va d'après la mère qui a porté. Alors, c'est en rapport avec encore une marloquette. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux que la mère, en fait, que la maman se trempe et que de cette façon-là, eh bien, l'enfant se convertisse grâce au mikvé de la maman. Et donc, et là, à ce moment-là, eh bien, il sera complètement juif dans tous les cas. Et là, à ce moment-là, il pourra en fait être considéré comme le fils de sa mère. De Bezat Hashem, on reverra. C'est pour ça que c'est important juste de bien comprendre la problématique de la mère porteuse dans un premier temps avant de donner les solutions. Est-ce qu'on va d'après l'ovule? Est-ce qu'on va d'après la mère qui porte? Les problèmes qu'il peut y avoir dans le cas où la mère qui a donné l'ovule n'est pas juive et la mère qui porte est juive, ou bien vice-versa, la mère qui donne l'ovule est juive, la mère qui est porteuse n'est pas juive. Comment analyser ce sujet? Donc voilà, c'était l'introduction de ce sujet. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, eh bien, on amènera 2 ou 3 solutions à ce sujet. Comment faire dans les choses dans les règles de l'art pour que d'un côté, la femme puisse réaliser son rêve de mettre un enfant au monde, et de l'autre côté, que tout soit fait dans les règles de la halakha. Et bien, Hashem, que grâce à cette étude, eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu envoie, et surtout ce soir, et c'est la Iloula de Baba Saleh, que son mérite nous accompagne, et bien, Bezrat Hashem, que toutes les femmes qui n'ont pas eu jusqu'à présent d'enfants et qui rêveraient d'avoir un enfant, et bien que Bezrat Hashem, grâce à ces halachot, on ait réussi à créer des malachim, des anges, qui vont eux-mêmes venir en aide à ces couples qui n'ont pas eu la chance d'avoir d'enfants, et que Bezrat Hashem, ces anges, eh bien, viennent les aider et qui les bénissent en leur donnant Bezrat Hashem des enfants en bonne santé
et que tous ceux qui ne sont pas mariés, que Akadosh Baruch Hu leur envoie leur mari très prochainement, et que Bezrat Hashem, grâce à toutes ces mitzvot, et bien qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous, et qu'il puisse nous envoyer très prochainement le Mashiach Tzidkenu Bimra V'Yameinu, et qu'il n'y ait plus jamais de problème, ni de procréation, ni de couple, ni de quoi que ce soit, que tout soit comme à l'époque où Adam et Chava, Adam et Ève étaient dans le Gan Eden, et il n'y avait que la bracha, et que Bezrat Hashem, tout l'âme Israël soit sauvé avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash, Bimra V'Yameinu, Amen, Kenirat. תודה רבה. Toda Rabba, que Dieu vous bénisse. Je vois toujours pas comment ça se... Je vois pas. J'ai perdu l'image, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup, Madame Toati et Toati. Ça va, que Dieu vous bénisse et que Bezrat Hashem, eh bien, vous aussi, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous bénisse sans limite, une bénédiction sans limite, Bezrat Hashem, que des bonnes choses dans tout ce que, beaucoup de nachat de tout ce que vous désirez, beaucoup de chance dans tout ce que vous désirez et tout ce que vous entreprenez. Bezrat Hashem. Amen. Bonne soirée, Shabbat Shalom. Toda Rabba, Shabbat Shalom Uvorach. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Kol Tov. Comment on fait? Non. Bizarre. Non. On a quand même réussi. Ah, voilà. Voilà, voilà.